Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence et d'avoir affronté le déplacement, la chaleur pour venir ici. Parmi les particularités de l'IRIS, c'est que l'on travaille sur le sport depuis à peu près déjà une vingtaine d'années, sur les aspects géopolitiques, mais également sur les aspects citoyens qui nous préoccupent également. Et donc, c'est vraiment tout à fait dans la lignée de nos travaux précédents que l'on fait ce colloque sur le sport comme outil d'inclusion sociale, et parce qu'on est convaincu effectivement, pour l'avoir observé à l'étranger, pour l'avoir observé en France, que le sport n'est certainement pas une baguette magique, mais que c'est un outil très précieux pour faire avancer les choses, pour faire avancer le vivre ensemble, pour faire avancer aussi, pour mettre de l'huile dans les rouages d'une société et pour faire que les gens se regardent d'un autre œil, parlent plus ensemble, soient plus proches les uns des autres. Et puis, il y avait l'exemple concret qui a été mis en place sur les réfugiés, avec Terre d'Asile, la Fédé de badminton, qui était très en pointe sur le sujet, et les étudiants d'IRISUB, dont certains sont là. C'est vrai que la problématique des réfugiés est toute particulière, avec l'an dernier à Rio, une délégation de réfugiés qui a été une première du CIO, et des sportifs qui, normalement, pour des raisons politiques, auraient dû être exclus des Jeux, ont pu défiler, ce qui était un pied de nez au pays dont ils sont les ressortissants, mais dans lesquels leur sécurité, tout simplement, n'est plus assurée. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu dans la presse à critiquer le CIO pour son conservatisme, pour son manque d'empathie par rapport aux causes humaines. C'est un peu de l'histoire ancienne. Là, le CIO a été finalement en avance par rapport aux problématiques générales. Il a pris en compte avec, en plus, malheureusement, on sait que cette problématique de réfugiés ne va pas s'arrêter prochainement, que le problème sera de nouveau à Tokyo, qu'il y a aussi peut-être une problématique des réfugiés climatiques, si rien n'est fait, ne pourra être fait. Et là, je dois dire que dans le duel à distance que se livrent les deux dossiers de candidature de Los Angeles et de Paris, il y a quand même une capitale qui est plus en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans l'accueil des réfugiés par rapport à un pays qui dénonce les traités, l'accord de Paris, et qui érige des murs et qui a ou des murs physiques ou juridiques et qui, sur les réfugiés, a pas du tout la même appréciation. Et je pense que ceci est venu renforcer le volet qu'il y a dans le plan, dans le projet Paris 2024, compte aussi énormément. Donc cette problématique est tout à fait actuelle. Il y a vraiment eu cette illustration de ce projet qui est une réflexion qui débouche sur une action par rapport à l'accueil des réfugiés. Et on a vu, je pense aussi à ce qu'a fait Pascal Gentil avec la Fédé Taekwondo, etc. Donc il y a vraiment une façon. Et puis, c'est aussi une autre réalité dont le HR est très au courant, ou les acteurs humanitaires, c'est que dans les camps de réfugiés, le sport est un outil de reconstruction personnelle et sociale. C'est que le fait de pouvoir faire du sport ou d'être scolarisé est une façon d'exister, alors que le gouvernement qui vous a fait fuir ou le groupe infra-étatique qui vous a fait fuir nie votre existence. Et donc le sport est un facteur de reconstruction également. Dans les zones de conflit, c'est aussi une façon de pacifier. Voilà, je voulais juste faire quelques mots d'accueil. Je vais laisser la parole à Carole, que je remercie d'avoir organisé ce débat. Merci également aux intervenants qui ont bien accepté notre invitation, et à vous d'être venus. Et donc, Carole, à toi de jouer. Merci beaucoup. Peut-être pour introduire les débats, je vais laisser la parole à Monsieur Ngacha, conseiller auprès de la ministre Laura Flessel. Bonjour. Alors, Monsieur le directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, M. Pascal Boniface, Madame la directrice de l'intégration de France Terre d'Asile, qui doit arriver dans 30 secondes. Monsieur, vous m'entendez? Mal. Ici, voilà, ça va mieux. Monsieur le directeur technique national de la Fédération française de badminton, Monsieur Philippe Limousin. Alors tout d'abord, je souhaite vous remercier d'avoir invité Laura Flessel, la ministre des Sports, à votre colloque. Elle m'a demandé de la représenter et je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors nul n'ignore aujourd'hui la situation migratoire exceptionnelle à laquelle l'Europe doit faire face. Elle applique un nécessaire soutien aux réfugiés
par les instances européennes comme des pays eux-mêmes. Bonjour. Si ce soutien doit être inévitablement coordonné par l'Union européenne, la création des conditions d'intégration relève de la responsabilité des États en lien avec les différents acteurs. Le sport est reconnu en tant que facteur d'insertion et de bien-être, mais il reste sous-exploité par les populations en situation de vulnérabilité. Les pratiques sportives sont des supports essentiels de la vie sociale, source d'engagement et d'épanouissement personnel. Elles constituent des supports éducatifs à part entière. Nous en sommes tous convaincus ici, j'en suis sûr. Au-delà de ces considérations, les activités physiques et sportives doivent aussi être mobilisées dans le cadre de politiques d'inclusion et d'intégration sociale pour agir sur l'étape psychologique, que ce soit faire le deuil de son pays, accepter souvent la séparation familiale, se mobiliser de nouveau, retrouver l'estime de soi. Les relations sociales, la vie collective, l'apprentissage de la langue, la santé physique, le retour vers un parcours de soins ou le travail sur les troubles alimentaires, ou encore la relation à son environnement, respect des règles collectives, partage des cultures différentes. Aussi, au niveau européen, il convient de saluer le travail de l'Union européenne en faveur du sport, adopté sur la période 2017-2020. S'il a pour objectif de sensibiliser les citoyens aux bienfaits d'une activité physique et sportive tant sur le plan sanitaire et social, il doit aussi être un cadre de référence tant pour les personnes demandeurs d'asile que pour celles qui auront ensuite le statut de réfugiés. Depuis mai 2012, le ministère chargé des Sports, avec l'appui de son pôle ressources nationales, sport, éducation, mixité, citoyenneté, est engagé dans un travail collaboratif interministériel qui a permis d'aboutir à la création d'une plateforme Internet dédiée au sport, facteur d'inclusion sociale. Je redonne l'adresse du site, je pense que c'est important, guide au pluriel, .seme.sport.gouv.fr. Vous voulez que je le répète ou... Guide au pluriel, .sport, au pluriel également, .gouv.fr. Cet espace est construit comme un lieu de ressources de différents outils. Philosophie de la démarche, clips vidéo, support didactique de conduite de projet et vise à valoriser les actions d'inclusion sociale par le sport mises en place sur le territoire. Cette action interministérielle connaît aujourd'hui des prolongements avec la mise en place d'un comité interservice pour l'intégration des réfugiés à l'initiative du ministère de l'Intérieur. Pour revenir plus précisément au projet intitulé « Les volants pour l'Union », il traduit cet enjeu majeur d'une société bienveillante et inclusive par le levier sportif. Cette initiative est exemplaire à plusieurs titres. Elle a permis de réunir des partenaires différents qui ne se connaissaient pas forcément, n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, l'Institut des relations internationales et stratégiques, une association nationale du champ social, France Terre d'Asile, et une fédération française, la Fédération française de badminton, que vous représentez, monsieur le directeur technique national. Cette rencontre et ce partenariat représentent pour nous aujourd'hui un facteur clé de la réussite de ce projet. Elle a permis de développer une offre de pratiques sportives pour un public spécifique en mobilisant les ressources de chacun des acteurs en matière d'expertise, de réseau, de moyens. Elle a permis concrètement aux étudiants et réfugiés de pratiquer régulièrement le sport dans un club affilié à la fédération, garantissant ainsi une offre encadrée, sécurisée et de qualité. Cette ingénierie d'intervention doit être aujourd'hui partagée, capitalisée et mutualisée via par exemple la plateforme Internet Sport Facteur d'inclusion sociale au bénéfice des futurs porteurs de projets. Je sais que la Fédération française de lutte a aussi conduit des actions pour des migrants d'origine tchétchène accueillis en centre d'accueil des demandeurs d'asile en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. Je souhaite aussi que ce type d'initiative se démultiplie et je sais pouvoir compter sur l'engagement du mouvement sportif qui porte des valeurs de solidarité, de cohésion sociale pour le bien vivre ensemble. Merci beaucoup. Bonjour à mes deux intervenants. Avant peut-être de vous laisser la parole, Madame Lati et ensuite Monsieur Limousin, peut-être je vous dirai quelques mots expliquant l'origine de cette conférence.
À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, il nous semblait important à l'IRIS non seulement de traiter le sujet, mais plus exactement d'être aussi acteur de cette journée en abordant cette thématique par le prisme du sport. Chose qui peut paraître un petit peu étrange, mais nous avons vu au cours des dernières années de plus en plus d'initiatives. Monsieur Boniface a rappelé l'équipe de Rio, l'équipe de réfugiés à Rio. Il y a aussi un certain nombre d'autres initiatives qui ont été menées au plan local, national, voire international. Paris 2024 a aussi aujourd'hui organisé une journée à l'occasion, rassemblant un certain nombre de réfugiés, permettant aussi d'illustrer ce propos. Aussi, plutôt que d'aborder la question des réfugiés à l'occasion de cette journée par un espèce de constat figé à base de chiffres, on avait plutôt l'objectif d'aborder de façon constructive, dynamique, cet élément-là, permettant d'envisager des pistes de réflexion concrètes. Comme le disait aussi M. Boniface, c'était non plus une simple réflexion, mais aussi une action qui a été menée, concrète, avec des points positifs, des points à améliorer, comme dans chaque initiative. Au sein du département sport de l'IRIS, plusieurs sujets sont au cœur de notre étude. La diplomatie sportive, évidemment, la question de la gouvernance du sport, mais plus généralement l'impact du sport dans les relations internationales. Au final, en abordant la question sport et réfugiés, on trouve un écho concret aux recherches qu'on peut avoir au quotidien. L'UNESCO, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe ont tour à tour, pour ne citer que, essayé de réfléchir sur le poids que pouvait avoir le sport dans la question de l'inclusion sociale. Il y a eu à l'origine, ces initiatives étaient un petit peu dispersées, puis finalement elles ont commencé à constituer, comme le rappelait M. Ngacha, une sérieuse base de travail permettant justement de démontrer les forces, mais aussi les limites du sport comme facteur d'inclusion sociale. Pour essayer de contrer une idée assez répandue, le sport, comme le disait M. Boniface, n'est pas du tout une baguette magique qui est capable de régler tous les problèmes. Il ne suffit pas de faire du sport pour intégrer la société ou être intégré dans la société. Au contraire, il faut essayer de réunir, voire de créer des conditions politiques pour que justement ce sport devienne un intégrateur en soi. Si bon nombre d'acteurs de terrain ou de chercheurs sont conscients de cette limite, c'est aussi à nous, Institut de Relations internationales et stratégiques, de rappeler ce constat et de toujours veiller à cet élément-là. En conséquence, il ne convient pas de considérer le sport comme un élément omnipotent capable de résoudre des situations politiques inextricables, mais plutôt l'envisager comme une piste, parmi d'autres, complémentaire à d'autres, permettant d'apporter des solutions concrètes. Au final, c'est aussi dans cette logique-là que nous avons lancé le projet Les Voulons de l'Union. Le 20 juin symbolise aussi la fin de notre projet, que l'on a donc mené sur 3 mois en Ile-de-France, grâce à France Terre d'Asile, ici présent, grâce à la Fédération de badminton, ici présente aussi, avec le soutien précieux des étudiants d'IRISUP, avec le BDE de l'IRISUP, que je ne remercierai jamais assez, la Ligue Île-de-France de badminton et évidemment l'association Solibad qui s'est engagée à nos côtés pour mener ce projet à bien. Au final, qu'est-ce que c'est que ce projet ? C'est parti d'un constat simple. Dans le domaine du sport, l'origine, la religion, l'histoire d'une personne a au final assez peu d'importance. Ce qui compte, c'est juste d'être un coéquipier, un partenaire avec qui on va partager un moment de sport. Le reste n'a finalement que peu d'importance. Du coup, l'idée de ce projet était de véritablement miser à la fois sur ce constat, mais aussi sur la jeunesse, qui pour nous était vecteur, était l'image d'un dynamisme, d'une idée supplémentaire, d'une disponibilité importante. Du coup, au sein de l'IRIS, nous avons une école de relations internationales. Associer cette école et ses étudiants à un tel projet faisait évidemment sens compte tenu des cours qu'on leur apprend et pour voir que la géopolitique, c'était aussi ça, c'était aussi des réfugiés, des populations migrantes. En aucun cas, il s'agissait de se substituer au travail d'associations comme France Terre d'Asile ou d'autres associations, mais plutôt d'arriver en complément de ces initiatives. Si la gestion des conflits ou de ces éléments-là, ou de la protection des populations dans leur pays d'origine relève de la sphère politique, autant l'intégration, la facilitation de l'intégration de ces populations, une fois qu'elles sont arrivées dans un pays, elles relèvent de la sphère de la société civile. Et c'est aussi pour ça que nous, on peut avoir un rôle à jouer dans ces éléments-là. Plus concrètement, pour entrer dans le vif du sujet, quelques chiffres pour vous parler du projet. L'objectif était donc de créer des binômes entre, d'une part, des populations qui étaient des réfugiés suivis par France Terre d'Asile et d'autre part, des étudiants de l'IRISUP. Au total, c'est 57 personnes qui ont participé à la soirée de lancement, le 15 mars, au sein d'un gymnase parisien, pour justement essayer de voir un petit peu comment tout ça pouvait s'organiser. Au fur et à mesure, l'idée a été déployée sur un élément un peu plus large, avec la constitution de 12 binômes et 4 trinômes,
partout en Île-de-France grâce à la mobilisation de 13 clubs solidaires. Certains de ces binômes et trinômes ont pratiqué de façon régulière, d'autres de façon un peu plus irrégulière, mais en ayant toujours ce côté intégrateur et intégration sociale et facilitateur pour apprendre la langue, pour apprendre les us et coutumes, pour apprendre tout simplement l'administration française. Au final, cette phase est en train de se terminer. Nous sommes donc en train de mener une étude de débriefing pour comprendre un petit peu quels ont été les points forts, les points faibles, les faiblesses, au contraire les choses à améliorer dans ce projet, pour potentiellement imaginer une phase numéro 2 qui interviendra dans les prochains mois et qui aurait pour objectif de faire cette reproduction de cette initiative à l'échelle nationale. Évidemment, ça va nécessiter beaucoup plus de moyens, à la fois humains mais aussi financiers, mais c'est quelque chose qui, comme le rappelait M. Ngacha, qui est extrêmement important et qui peut permettre de solutionner un certain nombre de situations. Au final, un constat est souvent fait sur ces questions-là en disant que le monde du terrain, le monde des associations rencontrait assez peu le monde de la recherche, qu'ils étaient isolés et même l'opinion publique pouvait intervenir dans ces éléments-là. Pourtant, il est nécessaire de les faire se rencontrer, de les faire se comprendre, et c'est au final un peu l'objectif de ce projet-là, d'essayer de rassembler des partenaires qui n'avaient a priori, aucune raison de travailler sur ce sujet précis, mais qui a réussi par une bonne cohésion à arriver à proposer des choses intéressantes. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, je vais laisser la parole à Madame Mlati avant de laisser la parole à Monsieur Limousin. Alors, bonsoir, toutes mes excuses pour le retard, mais c'est une journée marathon et je ne vais pas rester très longtemps parce que je vais faire une intervention ailleurs. Mais Camille Combourieux, qui est dans cette salle et qui a coordonné l'opération avec l'IRIS, à l'intérieur de France Terre d'Asile, prendra la relève par la suite. Alors, quelques mots peut-être sur France Terre d'Asile, association loi 1901, créée au début des années 70 avec un objet unique, central, qui est la défense et la promotion du droit d'asile, droit universel, droit constitutionnel. C'est une association qui est répartie sur l'ensemble du territoire national, qui intervient aussi à l'étranger, avec un bureau à Tunis et qui, depuis 3 mois, intervient aussi au Sénégal et en Côte d'Ivoire sur des problématiques de traite des êtres humains. C'est 800 salariés. C'est 4 activités, l'accueil des demandeurs d'asile, soit sous la forme à travers les plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile. Alors on les voit souvent à la télévision parce que c'est là où il y a énormément de personnes, de files d'attente, et c'est les plateformes font l'ensemble du travail des premières démarches d'information et d'orientation par rapport à la procédure d'asile. C'est la gestion de centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc là, c'est l'hébergement, l'accompagnement social, juridique, la sécurisation des personnes, jusqu'à l'aboutissement ou pas de leur parcours d'asile. Troisième mission, c'est l'intégration donc des réfugiés statutaires. Et donc, c'est l'ensemble, c'est un certain nombre de professionnels, une centaine sur les 800 que compte la maison, qui travaillent à permettre à ces personnes, après un parcours extrêmement difficile, alors le parcours il est difficile parce qu'il a été difficile dans le pays d'origine, alors parfois indépendamment des motifs pour lesquels ils sont venus en Europe, dans l'enfance, un parcours de vie difficile, les difficiles en raison de la persécution, difficiles parce qu'ils ils sont, pour la grande majorité d'entre eux, fait un parcours de clandestinité pour arriver jusqu'ici. Et puis parfois aussi dans les conditions d'accueil en France, parce que ce n'est pas très très simple, dans le sens où même si les dispositifs existent et sont efficaces, il y a des problématiques de concentration et une difficulté, notamment en région Île-de-France, à pouvoir répondre de manière adéquate à tout le monde. Et puis la troisième grosse mission, c'est une particularité dans le secteur de l'asile, c'est les mineurs isolés étrangers qui s'inscrivent ou pas dans la demande d'asile. Et c'est une problématique assez lourde également, puisque ça cumule évidemment les difficultés de l'asile et puis ceux de l'enfance. Alors, par rapport à la situation et au fait qu'aujourd'hui, Journée mondiale du réfugié, on se retrouve à une conférence de l'IRIS,
Ça a été possible, je pense, parce que il y a un processus. Depuis 2015, le secteur a été à la fois secoué par ce qui se passe, par l'arrivée massive de personnes en Europe, en France, secoué aussi par les réactions de la société civile qui sont tangents, parce qu'il y a aussi de l'hostilité. Actuellement, on essaye de développer un dispositif d'accueil de familles syriennes dans le cadre d'un protocole national et européen. Et c'est extrêmement difficile parce qu'on a aussi des situations de rejet. Et puis en même temps, on a un élan extraordinaire depuis 2 ans de nouveaux acteurs qui s'intéressent à cette question. Et tout l'enjeu pour nous, acteurs spécialisés, c'est de doser la complémentarité, le juste équilibre entre les acteurs. Il ne s'agit pas que des citoyens, même engagés, viennent faire du travail social, mais apportent un complément. Et ce qui est intéressant dans le projet qu'on nous a proposé au mois de décembre, c'était la première fois qu'on nous parlait de sport. Et tout à l'heure, ça a déjà été évoqué, toutes les vertus du sport. Moi, je dirais 2 choses qui me semblent essentielles et complémentaires à ce qui a été dit. C'est que quand je vous parlais de ce parcours très difficile pour arriver jusqu'ici, une majorité de personnes ont... comment dire ? Ce parcours a été difficile, a été un effort physique. Et le corps, il est abîmé, il est fatigué. Il a été un outil pour se mobiliser, pour essayer de vaincre sa peur, vaincre la faim, le froid parfois. Quand le processus d'exil se fait l'hiver ou par la mer, voilà, on demande beaucoup à ce corps. Et quand les personnes refont du sport ici, on se réapproprie le corps autrement, de manière positive, de manière... comment dire, reposer. On mobilise pas le corps de la même manière. Il y a une forme de décompression de la violence dans laquelle ce corps a été malmené. Donc ça, c'est le premier élément, à mon sens. Enfin, c'est un des éléments et un des facteurs aussi qui est important d'introduire le sport. Et puis, il y a l'autre élément, c'est que les demandeurs d'asile, ils ont une situation juridique qui est à la fois protectrice, parce que pendant toute la procédure, évidemment, ils ont un droit au séjour qui est couvert par l'État, avec une prise en charge ou pas sociale. Mais ceci dit, ils ne sont pas autorisés à travailler. Enfin, on leur oppose la situation du marché du travail dans un délai réglementaire de 9 mois si les services qui doivent traiter de leur demande d'asile ne le font pas. Donc la grande majorité, puisqu'il y a une accélération de la procédure, évidemment, les personnes ont une réponse avant et ne travaillent pas. Et donc la manière aussi d'occuper ce temps de manière positive, c'est aussi de se saisir des espaces sportifs. Évidemment, et du coup, ça génère quoi? C'est de l'hygiène de soi, et cette hygiène de soi, elle est d'autant plus fondamentale pour eux, mais c'est aussi, surtout, à être rentré dans la société d'une certaine manière. Alors, je sais que le terme « vivre ensemble », c'est galvaudé, mais en réalité, quand on prend concrètement, on veut lui donner une signification concrète, eh bien, dans en mars dernier, eh ben, c'est ça, vivre ensemble. C'est partager un moment, s'affronter, en l'occurrence là, de manière positive, et puis échanger, avoir la langue en partage. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle le processus d'intégration, eh bien, prend sens. Et les personnes, l'autre est reconnu comme son semblable. Voilà. Et c'est tout l'apport de ce type d'action. Alors, évidemment, nous, on aimerait que l'ensemble des acteurs qui, depuis 2 ans, à un titre ou à un autre, se sont engagés comme acteurs de la société civile, et derrière eux, des citoyens, eh bien, continuent à le faire, parce que c'est un tournant qu'en France, on a pris réellement dans l'implication en fait, de la société civile dans ce secteur qui était extrêmement cloisonné jusque-là. Merci beaucoup. Philippe, je vous laisse la parole. Merci. Alors moi, je vous remercie. Je remercie Madame la Ministre par votre voix. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Merci de nous accueillir. Merci à toi.
Oui, très heureux d'être là. Alors, je vais vous présenter un petit peu pourquoi la fédération, pourquoi on s'est engagé dans cette démarche. On ne s'est même pas engagé, en fait. On y était naturellement. Vous avez parlé de rejet, vous avez parlé d'accueil. Ben, nous, on nous rejette dans les gymnases. Le hand nous rejette. Le basket nous rejette. Voilà, donc on a vécu ça. Puis en plus, moi, je suis ancien prof de gym, en zone sensible, prof à Barbès. Enfin, là, voilà, hein, j'ai vu ce que c'était les gens qui arrivaient. Et donc, j'ai cette chance d'être aussi entouré d'une équipe. Et puis surtout, d'être dans un ministère qui, depuis quelque temps, et je ne fais pas ça pour cirer mon ministère de référence, mais vraiment, c'est un plaisir de travailler dans la citoyenneté. Et les plans citoyens qui ont été mis en place en France, j'ai fierté de dire que le mouvement sportif, et j'ai fierté de dire que le ministère fait et met en place. Et donc, c'était facile pour la fédération de tout à fait de s'intégrer dans cette démarche. Et puis, comme c'est une fédération qui a l'habitude d'être rejetée, ben, on a aussi l'habitude de tendre la main. Donc, voilà, pour nous, c'était assez facile. Et donc, on y a été. On ne s'est même pas posé la question. Alors, je vais vous présenter un petit peu notre fédération pour comprendre, hein, pour voir ensemble comment on y est arrivé. Puis, je vais vous raconter des petites histoires assez anecdotiques, mais qui révèlent bien un petit peu notre parcours. Alors là, je vous ai mis quelques dates pour vous dire combien déjà d'entrées on était, nous aussi, des réfugiés. Bon, on dit tout le temps on est une fédération jeune. Bon, d'accord, mais enfin en 1934, on était déjà là. Et on était à l'époque réfugiés dans la Fédération française de tennis. Mais pour autant, on était réfugiés soit, mais en 1934, on contribuait à créer la Fédération internationale. Donc voilà, des réfugiés qui créent quelque chose, c'est pas mal. En 1942, on ne sentait pas bon pour le mouvement en place, alors on nous a virés. On nous a dit, non, vous terminez, vous n'êtes plus en France, on ne veut plus entendre parler de vous, puisque vous êtes trop britannique. Donc en 1942, vous vous rappelez, hein, voilà, à peu près, et vous comprenez pourquoi. Donc 1972, c'est bien évidemment la première fois qu'on apparaît au jeu. Bon, on voit bien quand même que c'est une pratique qui va être intéressante. Pour autant, on s'aperçoit aussi que c'est l'Asie, il y avait les problèmes de l'Asie, et on n'arrive pas encore vraiment à s'implanter. Puis 1978, très fier, c'est la naissance de notre fédération. 88, c'est Séoul, c'est la première fois qu'on va au jeu en tant que représentation. 92, c'est la première fois, mais là on ne nous accepte pas tout à fait quand même. On n'accepte pas tout à fait les femmes. C'est-à-dire surtout, on n'accepte pas la mixité. Voilà, alors donc il faut attendre 96 pour qu'enfin on nous reconnaisse notre vraie valeur. Donc ça a été un peu long, mais on y est arrivé, et c'est assez chouette. Alors pour vous dire un petit peu aussi, en 90, ça c'est les chiffres de la Fédé, on était à l'époque 21 000 en 90. 287 clubs, 4 emplois, c'est le début dans le monde scolaire. Il y a des collègues qui sont là et qui s'en rappellent, avec qui j'ai travaillé à l'époque sur Paris. Et puis, ben oui, on s'est implanté. Et puis ensemble, on a fait de belles choses. En 2017, on est 197 000, 2000 clubs, 54 emplois sur la fédération, et on est devenu le deuxième sport scolaire. Donc ça, c'est pas mal. Et puis comme ça, à titre d'anecdote, je vous ai mis, ça c'est le nombre de matchs, c'est-à-dire le nombre de temps de partage. 593 000 matchs par an en badminton dans notre système de compétition. Donc c'est 593 000 temps de partage. Hop, ou là, je sais pas. Là-bas? Pas plus. Non. Ouais, ça revient. Donc 593, et puis bon, j'ai fierté aussi de dire des résultats. Et puis notre Fédé, elle a des maîtres mots, elle a surtout une campagne pour nous présenter, et je trouve qu'on s'est tous mis dans la fédération, les 197 000, devant l'esprit BAD. C'était quoi l'esprit BAD? Ben, en fait, le badminton, c'est très accessible. Très accessible. On joue de 7 ans jusqu'à quasiment... on a des actions dans les EHPAD, on a des actions voilà, un petit peu partout, dans les écoles bien sûr primaires, presque en maternelle, et donc c'est excessivement accessible. Donc le volant, quand il est tapé par notre numéro 1 français, Brice Verdez, il va très très vite. Mais quand il est tapé par quelqu'un qui est en EHPAD, en face, la personne, elle peut renvoyer tranquille. Donc c'est accessible. Et puis surtout, ce qui fait notre grosse différence, c'est la mixité. Mixité de gens, évidemment, mixité sociale, tout le monde se retrouve au badminton. Et on est, dans le monde scolaire, on est vraiment ouvert, et on a plaisir à dire qu'aujourd'hui, le badminton est la première pratique, pas forcément en UNSS,
Mais quand on regarde au baccalauréat, c'est la première pratique qui est prise par rapport à la note. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et donc, c'est la première pratique enseignée. Donc ça, c'est assez chouette. Ça veut dire que, quels que soient les collèges, les lycées, où qu'ils soient, en banlieue dure, en banlieue très, très dure, eh bien, on fait aussi du badminton. Donc, c'est pour ça qu'on est assez fort. Et puis là, maintenant, je vais vous raconter une belle histoire. L'histoire de... Je vais la mettre ailleurs, parce que c'est pas... Je vais vous raconter une histoire. C'est une très jolie histoire. Elle commence en 97. À l'époque, c'est bien plus jeune que ça. C'est 2 gamins. Ils ont des difficultés chez eux. Et c'est en Bulgarie. Énorme difficulté. Ils sont plutôt bons, voire très bons. Ils demandent à la France, est-ce que vous pourriez nous accueillir pour qu'on devienne des sparring partners. 96. Pas mal. Ben, nous, on se dit, bah, ça vaut le coup. Ils vont nous aider à progresser. Échange, partage. Aujourd'hui, le joueur qui est devant, là, Sveti, il est devenu cadre technique d'État. Il a passé un concours, un professorat. Quelques années après, donc, il devient fonctionnaire d'État. Vous voyez ? Celui qui est derrière, et c'est cette histoire-là qui va nous intéresser par rapport à la logique des réfugiés et par rapport aux gens qui veulent construire avec la France. Donc, passeport. Et c'est pas la fédération qui engendre, on se dépêche pour avoir le passeport pour aller aux Jeux Olympiques. Ça n'a pas été du tout ça. Ils se sont débrouillés par eux-mêmes. Donc ça a été quand même assez long. Au final, malgré tout, et toujours avec un ministère des Sports qui accueille, à Athènes, en 2004, le joueur qui est devant représente aussi la France. Il dit à son frère, ben, il dit en France, c'est plutôt pas mal. Le frère vient. Le frère ben, fait des enfants en France. Il joue plutôt pas mal en France. Le petit gamin, là, il devient champion d'Europe minime. Bon, minime, c'est pas sûr qu'ensuite, voilà, français. Et puis là, en 2017, le grand, le sympa, le tonton de celui qui est derrière, mais le grand, il devient champion d'Europe cette année, en junior. Et il y a une semaine, l'État me demandait, enfin le ministère me demandait quels sont vos projets pour Paris 2024. Voilà. Et moi, qui je réponds? Tommy Popov, qui chantait la Marseillaise sur le podium il y a quelques semaines. Donc moi, je trouve que c'est une histoire fantastique, c'est une très très belle histoire, et c'est le badminton qui fait ça. Et même ça va plus loin, c'est que ce gosse regarde les progrès qu'il a fait et les conditions dans lesquelles il est arrivé. Il est devenu aussi, il a été élu comme le meilleur joueur européen au niveau du badminton. Donc une belle histoire qui fait que le badminton, c'est une histoire de partage, de main tendue, et c'est dans notre, je dirais, dans notre âme. Et c'est pour ça que quand on dit accessibilité, mixité de genre, c'est assez sympa. Voilà. Et je reviens, et vous voyez ici, évidemment, c'est aussi un asiatique. Donc d'origine asiatique. Donc on est là-dedans, et on a un savoir-faire là-dessus. Sur cette dernière diapo, je reviens sur l'action du ministère, parce que pour moi, elle est vraiment importante, et la première fois qu'on s'est vu, et le soir de l'action que l'on a fait donc, avec France Terre d'Asile, mais aussi avec Solibad, et puis tous les partenaires de la Ligue et de la Fédé, ben, on avait oublié que tout ça, c'était aussi une dynamique de la France, de nous tous contribuables qui étions là-dessus. Nous, au niveau du ministère, on nous a dit, au niveau des directions techniques, allez, on s'y met. On s'y met. Toutes les directions techniques ont été dans la recherche de faire, au travers de plans citoyens, vraiment une logique de main tendue à ceux qui en avaient tout simplement besoin. Et ça, c'est quelque chose de beau. Alors, vous avez, j'ai vu sur la table un petit peu le feuillet, et au travers de cela, c'est un petit peu vous raconter comment s'est mis en place quand même l'histoire. L'histoire, c'est un cadre technique qui s'appelle Olivier Bim, qui travaille sur toute la planète, et qui s'est dit, bah oui, on va aussi penser à ceux qui sont en France. Et donc, qui se lance avec l'IRIS, avec l'autre, qui sont sur une démarche de partage. Et puis, on démarre l'action, et au final, superbe action qui se déroule donc au gymnase à Paris, à Berlioz, à Suzanne Berlioz, à Châtelet. Donc voilà. Et on se retrouve avec des gens qui n'avaient jamais fait de badminton. Et vous connaissez qu'est-ce qui était avec peut-être que voilà. Sans vouloir dénoncer, je crois qu'il est au 5e. Voilà. Bon, alors, simplement, et je pense que tu te rappelles de moi, voilà. Et moi, je me suis éclaté ce soir-là, parce qu'en face de moi, j'avais une dame qui était là,
et qui était entourée de 3 mâles dominants, et qui globalement, mais alors s'en fichait royalement, et comme elle n'arrivait pas à servir, elle n'y arrivait pas, ils jouaient qu'entre eux. Elle, regardez. Puis j'étais là-bas, et puis je lui ai dit, ben non, il y a une astuce. Parce que ancienne prof de gym, j'avais plein de trucs comme ça. Donc je lui donne une astuce, et elle arrive engagée. Et derrière, voilà ce que ça donne. Et moi, très honnêtement, et encore, voilà, manifestement, voilà, c'est un gros souvenir, je vous assure, c'est chair de poule. Chair de poule qui fait qu'à l'Assemblée Générale, j'en ai aussi parlé, et évidemment, ça a été un moment fort de l'Assemblée Générale. Donc, l'action se met en place. Derrière, on la continue, et là, la Ligue de France se met, se met en action. On rapproche les étudiants de l'IRIS, du partenariat, toujours ces temps de partage fort, d'accompagnement. On n'est même plus dans du partenariat, on est à côté. On n'est pas là ni pour pousser en étant derrière, ni pour guider. On avance ensemble, et ça m'intéresse. Et donc, au final, des clubs qui s'engagent. Alors, ils se sont engagés, c'est vrai, c'était plus facile. Et Yannick, mon collègue, me le rappelle souvent, attention Philippe, ils se sont engagés, c'était la fin de l'année, il n'y avait pas trop de monde, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait. Et donc, nous avons pu partager ensemble, et ça, c'était quand même quelque chose de fort. Ça a été quand même tous les gens qui étaient à Suzanne Berliot qui étaient là. Pour autant, comment ça se passait demain? Eh bien, demain, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, notre fédération, et je parle en présence du directeur de la com, s'interroge sur comment modifier notre licence, comment modifier la démarche de partenariat réel et d'accompagnement de ces personnes, parce qu'évidemment, il faut de la sécurité, il faut bien sûr s'équiper, tout cela doit être pensé. Et même si le badminton est accessible, comme on l'a dit, aussi dans sa démarche financière, pour autant, il faut se rappeler qu'on a été souvent ailleurs. Aujourd'hui, 190 000 personnes. Au début de septembre, tous nos clubs sont saturés. Donc, évidemment, c'est aussi une interrogation qui dépasse le ministère des Sports. C'est au niveau des installations. Comment pouvons-nous accueillir aussi toutes ces personnes qui arrivent? Parce que ce n'est pas simple. Nous, aujourd'hui, nos gymnases sont saturés. Nos licenciés sont là et saturent les clubs. Et nous, on arrive dans les clubs, on leur dit action sociétale, on y va, aidez-nous à aller plus loin. Donc, ce n'est pas évident. Donc, des questions fortes sont posées. C'est des questions fortes au niveau de la société française. Nous savons faire. Nous avons un vrai savoir-faire d'accueil. Nous avons un vrai savoir-faire pour vivre ensemble. Hein, c'est vous qui le rappelez tout à l'heure. On sait faire. Sauf qu'à un moment ou à un autre, on ne va pas se... Voilà. Pour pouvoir s'exprimer, il faut, je crois, aussi pouvoir déployer toutes ces ailes. Et c'est dans ce contexte-là que j'aimerais que nos aventures continuent. Et aujourd'hui, avec, pareil, encore avec le mystère, hein, M. Dorès qui est là, et bien là, carrément, on part à Saint-Ouen, dans l'aventure, dans un quartier où les gens se tuent, où les gens arrivent et dorment dans tous les sens. Et voilà, on va aussi dans cette aventure-là, mais pareil, où est-ce qu'on va jouer? Où est-ce qu'on va jouer? Donc exiguïté, donc voilà. Je ne veux pas de suite que l'on construise des gymnases spécifiques pour le badminton, bien que, ça c'est pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à relayer ces propos à Madame la Ministre. Voilà, et donc plein de bonnes choses pour le haut niveau, mais moi ce dont je reste persuadé, c'est que je suis persuadé qu'à l'image des Popov, Madame peut-être demain, dans sa famille ou ailleurs, va nous permettre d'avoir un superbe athlète de haut niveau qui fera de superbes performances. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. Je pense que ce qui était important aussi dans l'ensemble des exposés qui ont été faits, c'est de dire que c'est évidemment la fin d'un projet qui a été lancé en mars, mais c'est aussi le début d'une réflexion pour essayer de le porter, pour arriver à le porter à un autre niveau, dans d'autres villes, en province, ne pas le concentrer uniquement que sur Paris. Et donc c'est aussi le début, c'est la fin d'un cheminement, mais c'est le début d'un suivant. Et c'est aussi des questions qu'on va devoir se poser et de trouver des solutions. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que cette réflexion, elle a été menée pour le badminton, elle peut évidemment se mener pour d'autres sports, pour d'autres fédérations exactement. Et donc c'est aussi ça, c'est le début d'une espèce de réflexion qui est lancée. Et c'est aussi pour ça que notre coopération est importante, parce que justement chacun avec son point de vue, avec sa personnalité, avec son approche différente, va permettre d'apporter de nouvelles réponses à cette question-là. Je remercie l'ensemble des intervenants d'avoir intervenu.
d'être intervenu. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on est plutôt en avance sur le planning. On va pouvoir prendre des questions de la salle, sauf si Monsieur Limousin veut faire une dernière chose. Non, je me fais un peu plaisir. Dans la salle, quand même, la numéro 2 mondiale il y a quelques années, médaille de bronze sur un championnat du monde, représentant la France pour les Jeux Olympiques, c'est Madame Pi. Voilà. Et puis toute la journée, dans le cadre aussi de Paris 24, hein, c'est notre égérie par rapport à Paris 2024 qui a participé donc pendant toute la journée dans le gymnase à justement pareil ce temps de partage et cette main tendue. Donc merci à toi Ongiane et voilà, super, merci à toi. Je suis Muriel Leroy du Fonds Suez, initiative de la Fondation de Suez. C'est le sport, l'inclusion par le sport, c'est un sujet sur lequel on réfléchit actuellement. Je vais poser ma question qui va peut-être vous paraître être de la provocation, mais j'ai vraiment besoin d'avoir votre éclairage parce que pour moi, qui vient pas du tout, peut-être d'autres personnes, d'un milieu sportif, le sport n'est pas du tout dans mon scope. Pour moi, le sport, c'est quand même aussi des perdants et des gagnants. Une confrontation, une compétition. Et pour des personnes, justement, comment est-ce que vous gérez ça ? Comment est-ce que vous mixez les équipes ? Comment est-ce que vous faites en sorte que, à la fin du match, quand il y a des gagnants et des perdants, les choses sont quand même ensemble ? C'est une histoire de spécialiste. Ouais. Voilà. Donc là, je vais répondre. Quel bonheur. Ça peut être aussi très culturellement assez fort de faire tomber le volant chez l'adversaire. Quel bonheur. À condition, si vous voulez, à partir du moment où je joue contre vous et que je fais tomber le volant chez vous, j'ai gagné. Donc il y a une hiérarchie qui se met en place. Et c'est cette hiérarchie qu'il faut essayer d'éviter pour essayer d'aller ensemble plus loin, pour faire un autre échange. L'enjeu, c'est de pouvoir faire un autre échange. Et c'est ce qui s'est passé quand on était tous les deux au gymnase. Excusez-moi, madame, à chaque fois, je vous prends pour exemple. Voilà. J'ai donné à madame le moyen d'aller dans un autre échange. Continuer à aller dans la richesse du partage du sport. Pour autant, le sport, c'est antidémocratique. Hein. C'est classant. Il y a un premier, un second, un troisième. Et d'ailleurs, ça se voit bien. Les gamins l'acceptent. Qui c'est qui ne l'accepte pas ? C'est les parents, en fait. Les gamins, ils acceptent d'être classés. Facile. Pour autant, les parents, c'est dur. Donc, il faut essayer surtout de faire passer l'âme du sport, qui est un temps de partage. Je ne peux exister que si la personne qui est en face de moi me renvoie le volant à un moment ou à un autre. Sinon, il n'y a pas... voilà. Et c'est ça l'âme de notre sport. C'est cette mixité aussi, cette mixité d'existence. Je ne peux pas exister sans toi. Et ça, au niveau du badminton, c'est pour ça que c'est assez facile pour nous d'aller plus loin au travers de cette philosophie. Continuons encore un autre échange. Mais pour cela, il faut se donner les moyens, se doter des moyens. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais au début, c'est l'accessibilité. Dans les EHPAD, et je prends cet exemple tout à fait au bout vraiment de l'éventail, c'est évident que on change les projectiles. On peut arriver à adapter la démarche. Mais la démarche, de toute façon, au badminton, c'est toujours de s'envoyer un volant avec une trajectoire ralentie, c'est-à-dire on donne du temps pour s'exprimer, pour avoir le temps de réaction. Voilà, le badminton en soi-même a cette possibilité-là. Donc évidemment, je parle surtout du badminton, j'ai envie qu'à la fin, vous soyez tous licenciés à la Fédé. Hein. Mais donc évidemment, c'est notre grande capacité à pouvoir se doter de moyens d'une façon simple, parce qu'on a une pratique accessible, pour aller plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus ou moins adaptés à l'inclusion ? Le badminton. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus ou moins adaptés à l'exclusion ? D'abord, je voulais vous dire que on sera évidemment très attentif. Il y a ici également présente ce soir Sylvie Lemot, qui est la conseillère auprès de la ministre, qui a pris le temps de m'accompagner ici. Et donc, ça montre, je pense, l'intérêt que nous avons par rapport à l'action qui est menée. Voilà, c'était pour répondre à votre question. Après, plus spécifiquement sur le badminton, je n'en dirai pas plus. Mais quant au sport, écoutez, je pense que ce que vous disiez, je pense que c'est
c'est un bon début et je pense que ça peut être l'occasion, avec de nombreux sports, de reproduire cette expérience. Comme ça, je ne vois pas quel sport ne pourrait pas être adapté à ce type d'initiative. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a priori, comme cela, je ne vois pas quels sont les sports qu'on pourrait rejeter pour faire ce type de partenariat. Dans l'opération qui est menée, c'est pas l'esprit de compétition qui est au cœur, c'est l'esprit de partage. Et donc, à partir de ce moment-là, la question de qui gagne, qui perd, on s'en moque un peu. C'est pas le but du tout, et l'esprit de ce qui a été monté. Puis par ailleurs, au sein, par exemple, de France Terre d'Asile, évidemment, indépendamment de cette action, il est proposé aux personnes quand ils arrivent en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, d'aller s'inscrire dans des clubs, des machins, etc., pour pouvoir à la fois retrouver la maîtrise de leur corps de manière positive, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi développer des liens. On n'est pas du tout dans la recherche de la performance, en tout cas pour une grande majorité d'entre eux. Et il se trouve qu'en faisant du sport, eh bien, on découvre que des réfugiés ont le talent de pouvoir imaginer une carrière. Mais voilà, à la base, c'est pas comme ça. Et puis au sein de France Terre d'Asile, donc à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, là, dans 48 heures, partout en France, nous avons on fait un tournoi de foot où il y a les salariés, où il y a aussi les réfugiés, les demandeurs d'asile. Et il n'y a pas qui gagne, en fait. C'est vraiment un moment où finalement le professionnel, il oublie un peu sa casquette. Enfin, voilà, on est dans une bulle, dans une parenthèse qui permet l'expression d'autre chose. Et c'est exactement, en fait, ça qui est recherché aussi avec l'action qui a été menée en mars dernier. Et enfin, je voudrais aussi dire que, par ailleurs, grâce à la Ligue professionnelle de football, depuis 2 ans, grâce à un don, on mène une action de parrainage qui s'appelle Duo de demain. Et là, en l'occurrence, le parrainage, vous pourriez dire, là, il n'y a pas d'esprit de compétition, mais il y a un parrain, une marraine qui se retrouve, et puis il y a un apprenant qui ne connaît pas les règles de la société, qui va partager un moment culturel et qui va se trouver dans un rapport, au départ, en tout cas, de domination, parce qu'en réalité, l'espace de partage, il est créé pour justement que des gens dialoguent et échangent de l'information, de la connaissance de ce beau pays, sur ce beau pays qu'est la France. Voilà. Pour compléter ces propos déjà très complets, vous faire un peu la genèse de comment est-ce que le projet a démarré, puisque évidemment on avait ça marche. On avait du coup envisagé plusieurs sports et au final, donc avec Monsieur Verschuren, sans le désigner, qui est au fond là-bas, qui travaille avec moi au sein du pôle sport, on s'était posé la question de savoir quel était le sport le plus adapté. Et puis finalement, quels étaient les critères qu'on recherchait ? La simplicité, la mixité, la non-violence. Au final, c'était le badminton qui s'est clairement imposé par on va dire, le fait que tous ces critères soient réunis, qu'une fille et un garçon puissent jouer ensemble, qu'il puisse y avoir des doubles, qui puissent être organisés par une simplicité. Les règles du badminton sont extrêmement simples, à la différence de certains autres sports. Donc c'était aussi pour ça que le badminton, et je pense que M. Limousin l'a parfaitement résumé, était le sport parfait pour ce genre d'initiative. Merci beaucoup, Madame Lati. Et bonjour à Camille Combourieux. De la même façon, on pourrait se dire que le tennis pourrait être aussi un sport. Je voudrais. Est-ce qu'on peut donner la parole à Sylvie qui. Merci. En fait, je vous rejoins complètement. Et, en effet, il n'y a pas un sport plutôt qu'un autre à choisir, pour partager, pour créer ce lien. Maintenant, en effet, je vous rejoins également sur les choix et les critères premiers. Ce qui est très important, c'est la proximité également. Je crois qu'on ne peut pas imposer d'autres freins supplémentaires à ceux que connaissent déjà toutes ces personnes qui ont des difficultés à aller vers l'autre ou à être reçus. Si maintenant il faut leur dire que pour rejoindre un gymnase, un stade ou une piscine, il faut faire 50 km avec des voitures ou des vélos qu'ils n'ont pas ou des transports en commun qu'ils n'ont pas. Donc la proximité, en effet, cette communication permanente avec le plus proche est importante, avec le club, avec le cross, avec le GDOS, avec les ligues. Voilà, parce qu'après, il y a beaucoup de pratiques qui se font dans un simple gymnase ou sur un simple terrain. On peut inventer beaucoup de choses à partir du moment où on a une balle,
un volant, une raquette, même si on sort un petit peu parfois des cadres très formels de la pratique compétition en club et en fédération. Mais la proximité est très importante. Et je crois qu'à la fois sur les terrains, dans la relation humaine, elle a tout son poids. Merci. Alors, il y a une question ici et des questions au fond là-bas. Oui, bonsoir. Gérard Perrault-Bezouille, président de la Fédération française des clubs omnisports. Donc notre fédération, nous, elle regroupe les clubs de manière transversale sur les territoires. Elle ne regroupe pas les clubs pour une pratique donnée. Et moi, ce qui m'a intéressé dans le schéma que vous avez montré, à peu près la moitié des clubs qui ont travaillé sont, et des sections ou des partenaires que vous avez sur le terrain sont des clubs omnisports. Je crois que c'est aussi une bonne réponse à la question qui a été posée, parce que à côté de la valorisation, et je crois qu'on peut féliciter la Fédération française de badminton de travailler dans ce sens-là, et que son directeur technique s'occupe de choses comme ça, c'est quand même assez original, je crois, par rapport à d'autres fédérations, et ça mérite d'être souligné. Mais je pense également que l'irrigation qu'il peut y avoir sur les territoires, parce qu'on peut avoir des actions seulement qui viennent d'en haut, mais l'action qui a été faite, j'ai vu par exemple le Royal Athletic Club, l'action qui a été faite à la section badminton du Royal Athletic Club, sans doute qu'elle peut s'aimer aussi dans d'autres sections, et que ces pratiques de terrain, elles ont beaucoup d'avantages parce qu'elles sont en proximité. Elles sont en proximité des sportifs, elles sont en proximité aussi des territoires, en proximité des populations. Et c'est extrêmement important de trouver aussi à partir de là des façons de pratiquer qui ne sont pas seulement disciplinaires. C'est d'ailleurs une des questions de l'omnisport du XXIe siècle, finalement, c'est de ne pas en rester à la juxtaposition de sections, mais apporter des réponses par des pratiques de ce type-là. Donc vraiment, je voulais féliciter pour ces actions, et en tous les cas, et dire aussi que nous, on est disponible si on veut travailler d'autres séquences de ce type-là pour pouvoir y aider. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, en fait, j'avais une question sur le projet en lui-même de Les Volants pour l'Union. Je voulais savoir si c'était un projet qui avait vocation à continuer l'année prochaine avec les mêmes participants. Et en fait, du coup, j'en viens à ma question un peu plus générale. Quels sont les impacts à long terme, finalement, des projets comme ça ? Est-ce qu'on a des études qui ont été faites qui prouvent que le sport contribue vraiment à l'inclusion et à l'intégration sociale ? Voilà, c'était ça ma question. Alors, je vais peut-être commencer à répondre au début de votre question. Est-ce que c'est une initiative qui a tendance à perdurer ? L'objectif serait évidemment de répondre oui. Il faut encore qu'on discute, qu'on fasse l'analyse de ce qui s'est pas produit au cours des 3 derniers mois, voir quelles ont été les choses positives, les choses qui pourraient être améliorées, les freins qu'il y a pu avoir, essayer de les lever et de travailler justement dans cette logique-là. Ce qui a été important, c'est de voir qu'au final, tous ces partenaires qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble ont rapidement trouvé leur place dans un dispositif, dans le dispositif actuel. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de toujours réfléchir à essayer de l'améliorer. Donc oui, c'est un projet qui aura tendance à être développé si on peut dans un avenir proche. Après, reste aussi à voir dans quelle dimension. Est-ce qu'on se contente de le faire en Île-de-France ? Est-ce qu'on essaye de franchir une marche supplémentaire et de le faire en Île-de-France évidemment, mais en ville de province. Donc c'est aussi ces éléments-là qu'il va falloir que... C'est autant de questions que soulevait tout à l'heure Philippe Limousin, auxquelles on va devoir trouver une réponse, trouver des solutions, trouver des financements évidemment, pour arriver justement à pouvoir rendre possible dans tous ces éléments-là. Et concernant votre dernière question, je pense que M. Limousin complétera, de même que M. Ngacha. Concernant les études, c'est ce que je disais en propos liminaire, on ne va pas considérer le sport comme une espèce de baguette magique qui va arriver à résoudre tous les problèmes, même les choses les plus compliquées. En revanche, ce qui est important de voir, et ça c'est un certain nombre d'études, et je vous invite à lire une publication qui a été publiée par le Conseil de l'Europe en 2008, si mes souvenirs sont bons, et qui justement essayait de voir un petit peu quel était le bilan de du sport et de l'intégration du sport
conçu comme un outil d'inclusion sociale, où il y avait des choses extrêmement positives, des choses qui, compte tenu du contexte politique, économique, social d'une ville, n'avaient pas pu marcher, mais arrivaient à pointer du doigt justement les freins et proposer un certain nombre de solutions pour justement les lever. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose complètement idéaliste, complètement manichéen, en disant que ça va solutionner tous les problèmes, mais ce qui est important de voir, c'est que ça peut être une solution, ça peut être une piste de réflexion. Il y aura évidemment des problèmes, des freins qu'il faudra lever, mais c'est aussi à nous le rôle de l'IRIS en tant que centre de recherche pour analyser un peu ces freins politiques, la Fédération de BAD pour trouver des solutions, France Terre d'Asile pour arriver à voir comment est-ce que ça se concrétise au quotidien, et évidemment le ministère des Sports pour essayer de nous aider dans cette organisation générale. Et je passe évidemment la parole à... Oui, je trouve que la question est particulièrement forte. En fait, Carole l'a dit, c'est un outil, le sport, pas plus. Et un outil n'a de sens que si on l'interroge. À quoi tu vas me servir? Et moi, je suis assez fier de voir que par le sport, on a, et depuis 2-3 ans, là, au ministère des Sports, mais dans d'autres ministères, ça fait très très longtemps qu'on s'interroge là-dessus. Ministère de l'Éducation nationale, entre autres. C'est évidemment la possibilité de travailler sur la solidarité avec cet outil-là. C'est évidemment aussi de travailler sur la confrontation au civisme. Et c'est aussi évidemment la confrontation aux civilités. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, on ne peut pas faire de sport. On ne peut pas être dans cette activité de partage. On ne peut pas découvrir la joie de ce partage, de cette rupture parfois du volant qui tombe, ou de tout simplement nager voilà, avec des amis et essayer d'aller plus loin, plus vite, plus fort, plus loin. Enfin, voilà. Donc ce n'est qu'un outil qu'on doit interroger. Et c'est ça qui m'intéresse. Et si on s'interroge au travers de ces vertus de la citoyenneté dans un pays qui, ma foi, sur son fronton a marqué liberté, égalité, fraternité, eh bien, moi je trouve que c'est intéressant. Et donc c'est pour ça que je crois que voilà, on ne peut pas lui donner d'autre chose comme vertu que celle d'être un outil qui doit s'interroger au travers de la philosophie d'une nation. Et c'est pour ça que je suis très fier aussi d'être fonctionnaire dans ce ministère. Voilà. Je vais pas rentrer dans trop de détails, parce que comme vous savez, on est dans une période politique institutionnelle un peu particulière, puisque on est entre deux gouvernements. Et donc, il ne m'appartient pas de relayer l'action de ma ministre. Elle aura l'occasion de le faire prochainement. Mais toujours est-il que ce qui est sûr, c'est que jusqu'ici, en tout cas, cette question-là de l'inclusion par le sport est prise en compte de façon très importante, puisqu'elle se passe dans un cadre interministériel. Donc c'est quand même très important, parce que aujourd'hui, différents ministères travaillent sur ces questions-là, sur cette question-là de l'inclusion par le sport. Et donc ça montre bien la mobilisation quand même jusqu'ici du gouvernement de prendre en compte cette question comme essentielle. Bonsoir. Nous sommes une petite association qui s'occupe du vivre ensemble et du soutien au CHU dans notre arrondissement, qui est le 15e arrondissement, mais qui est quand même 250 000 habitants. À cette occasion, nous avons été rendre service au centre d'hébergement d'urgence de Paris-Évry. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est remarquable. Vous avez un dispensaire, vous avez des écoles, vous avez des traducteurs, vous avez tout, sauf des terrains de sport. Cette réalisation remarquable a été faite par la ville de Paris. Or, il se trouve qu'un de nos membres participe à la commission parisienne du débat public. Et cette commission vient de valider la première e-pétition, c'est-à-dire pétition, qui soumet au Conseil de Paris une question. Peut-être que, madame, vous avez été signataire. Il s'agit de débattre sur les migrants mineurs dans Paris. Et là, tout le Conseil va être obligé de se prononcer et de débattre sur des actions. Moi, je vous conseille, si vous avez des relations avec l'adjoint au maire chargé de ce dossier, d'œuvrer rapidement. Je ne pense pas que ça sera au Conseil du 3 et 4 juillet, j'espère pour vous, mais celui de septembre. Et là, vous devez inscrire le sport dans cette politique municipale, puisque la ville de Paris gère également beaucoup d'équipements. Et bonsoir. Alors,
Pierre Mbas, association de Diambars. J'ai deux questions. La première, c'est savoir quelle est la catégorie d'âge des migrants avec lesquels vous avez travaillé. Et puis la deuxième concerne les territoires d'outre-mer. Et je pense en particulier au président de l'ONG pour laquelle je travaille, qui se trouve en Guyane. Donc pour ceux qui connaissent un peu ce territoire, c'est un territoire qui est particulièrement affecté, surtout par une migration particulièrement jeune, où on a commencé à mener des actions avec des jeunes autour du football. Alors c'est pas forcément le meilleur sport qui soit. D'abord parce qu'il y a la problématique de la mixité qui n'est pas évidente, pas toujours évidente à gérer, même si on a déjà mis des actions dans ce sens. Et je voulais savoir si vous aviez réfléchi, est-ce que France Terre d'Asile intervient dans ce cadre? Est-ce que l'action que vous avez mise en place aujourd'hui, est-ce qu'elle peut être éventuellement expérimentée dans ces territoires? Merci. Alors je vais répondre pour la fédération. Oui, évidemment, les territoires ultramarins vraiment sont pour nous une démarche très dans cette démarche-là. Alors l'année dernière, j'étais en Guyane justement. J'ai fait le tour des. Mais bon, tous les DTN font ça. Voilà. Je veux pas mettre en avant. Vraiment, c'est pas l'objet. C'est ma fédération. Donc j'y étais. Et évidemment, j'ai vu évidemment tout ce problème des personnes. Il est évident que c'est pareil que sur les territoires métropolitains. Un club de badminton s'ouvre, il est saturé. Les écoles sont pareil, saturées au niveau du badminton. Et nous, on est dans cette exiguïté de pratique, parce que l'accessibilité, parce que le Suriname à côté. J'ai été à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est incroyable. Et là, j'ai vu du badminton pratiqué dans des conditions sûrement de celles il y a 50 ans en France. Mais quel plaisir, quel bonheur. Parce que justement, sport accessible, voilà, toute cette démarche-là. Alors nous, on y est là-dedans. Et là, j'étais en Nouvelle-Calédonie, pareil, on est sur ces démarches, vraiment, au travers du badminton. Et c'est notre... Mais ce qui est évidemment très, très important, c'est de pénétrer le monde scolaire, et qui est le premier maillon aussi, d'un moment ou d'un autre, de main tendue. Et donc, de fait, de pénétrer le milieu du monde de l'enfance par le primaire, par le scolaire. Donc, former les instituteurs. Donc, toute cette démarche de la fédération que l'on retrouve dans tous les territoires. Et je le répète à l'ensemble de mes collègues, que ce soit à l'ensemble des collègues qui sont, et là vous avez Alexandre Komikiv qui travaille, lui, avec la Nouvelle-Calédonie, bien, je peux vous assurer que je leur demande, on est une fédération dans une république, une et indivisible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a, l'année dernière, on a mis en place, au travers de la Fédé, quand je suis rentré de Guyane, on a changé le format du championnat de France. C'est-à-dire qu'on s'est dit, non, tous nos territoires, on va les accueillir. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler avec l'UNSS, le monde scolaire, pour qu'ils aient la même démarche. Évidemment, c'est des financements. Mais forçons-nous à aller chercher ces financements pour continuer à ouvrir l'espace, qui est aussi celui de la métropole, en relation avec les territoires ultramarins. Et donc, au niveau de notre fédération, mais je reste persuadé, et d'ailleurs la ministre, elle a été nommée et de suite nous a envoyé quelle était notre démarche dans les fédérations, on a reçu ça il y a quelques jours, quelle était notre démarche au regard des territoires ultramarins. Et bien évidemment, au niveau de notre fédération, on a cette chance-là de pouvoir tendre cette main, et je suis quasiment sûr que toutes les fédérations font pareil. Le seul problème, encore une fois, et j'en reviens là-dessus, aujourd'hui, le sport, qui est ce vecteur de possibilités de main tendue et de partage, eh bien, on fonctionne dans un système qui nous étouffe, qui nous étrique. On ne peut pas arriver à se déployer. C'est des choix politiques, c'est des choix forts d'aller vers des installations. Mais bon, a-t-on les moyens de faire tout cela? C'est la question que je pose. Moi, évidemment, je suis en demande, mais je suis aussi fonctionnaire et je comprends bien que il y a tout un tas de paramètres qui sûrement m'échappent et qui ne... Voilà. Donc, faut y aller avec mesure, évidemment. Voilà, attention à tout cela. Mais je reste persuadé, évidemment aussi, qu'à terme, et je suis persuadé que le sport, c'est aussi une économie, et j'en suis convaincu, une économie sociale et solidaire. On emploie souvent ce terme, et je suis profondément convaincu que de toute façon, on peut arriver à s'autofinancer. Pour autant, voilà, on est un petit peu, où que ce soit sur le territoire, en exiguïté. Alors nous, malheureusement, on n'est pas présent en Guyane, donc on ne pourra pas mener cette action et dans aucun dom-tom, je pense.
Mais pour répondre à votre première question, en fait, on avait surtout mobilisé des jeunes réfugiés de moins de 30 ans. Après, il y a eu des personnes qui étaient un peu plus âgées, mais on voulait qu'il y ait quand même des points communs entre les étudiants et les jeunes réfugiés pour qu'ils aient quand même des choses à se dire, qu'ils aient des choses en commun. Je crois que la moyenne d'âge, elle était de 33 ans. C'est ça, Carole? Peut-être un peu moins, ouais. Ouais, c'était autour de ça. Voilà. Non, je rajouterais juste que, évidemment, la personnalité de la ministre, son histoire personnelle, elle est aujourd'hui la ministre des Sports de la France mais également, évidemment, des Outre-mer. Elle vient de ces territoires. Très prochainement, elle s'y rendra. Donc, évidemment, elle porte une attention tout particulière à ce qui s'y passe. Voilà. Bonsoir, je suis Shoki Mayindou. Et, bon, je viens du Loiret, hein, donc 45. Donc je me réjouis d'être là et je vous en remercie surtout sur l'exposé. Et je suis sportif aussi et je suis judoka. Et tout à l'heure, en fait, j'ai suivi Madame Lati donc, en parlant de France Terre d'Asile. Et elle avait cité des pays dont France Terre d'Asile est implantée, surtout dans la zone Afrique. Et j'ai voulu juste, sur ce point, parler un peu sur la zone Afrique, c'est-à-dire, elle a cité le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai que la majorité de vos discours, en fait, le point essentiel était plutôt les réfugiés, ceux qui viennent en France. Il faudrait qu'on puisse savoir que la France est un grand pays qui a une certaine valeur qui est vraiment respectée partout. Et c'est une terre d'asile. Et dans la zone Afrique, il y a un pays, autrefois, était aussi une terre d'asile. C'est la République démocratique du Congo, qui a plus de 80 millions d'habitants. C'est un pays francophone. Et dans ces pays, aujourd'hui, sévit vraiment des crimes abominables. Les femmes sont mutilées, les enfants. Et moi, étant porteur d'un projet de création d'un centre sportif dans la capitale Kinshasa, un centre sportif, donc omnisport, le judo, parce que bon, de temps en temps, j'enseigne aussi et je pratique aussi. Et ici, dans le club que je pratique le judo, c'est à Pithiviers. J'ai mes collègues, mes amis, m'ont dit clairement qu'ils sont volontaires de venir aussi en Afrique, aller transmettre aussi leur savoir, ce que moi j'ai fait par mes propres moyens. Et aujourd'hui, par rapport à France Terre d'Asile, est-ce que vous avez déjà pensé à cela, aller au moins toucher cette zone-là où récemment, depuis le début de l'année, il y a déjà plus de 3000 morts dans la région de Kasaï. Et mis à part ça, il y a des dizaines d'années, il y a des 8 millions de morts à l'est du pays. Tout ça, on peut dire, c'est la politique parce qu'il y a des intérêts de minerais dans cette zone-là. Mais étant France Terre d'Asile, et la République démocratique du Congo est un grand pays francophone avec près de 80 millions d'habitants qui sont francophones. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité de créer un centre sur place pour former, transmettre? Parce qu'ici, il y a des valeurs, il y a des gens qui sont volontaires d'aller enseigner. Mais pourquoi aller juste les chercher et les faire venir ici? Et lorsque les gens viennent ici ou les enfants viennent ici, vous savez bien, la discrimination existe. Or, le sport est un épanouissement d'abord personnel. Donc, si les gens qui sont volontaires ici décident de partir, au moins enseigner et transmettre les savoirs, est-ce que vous serez en mesure de les aider, par exemple, pour qu'ils puissent au moins transmettre leur savoir aussi aux enfants qui sont là-bas? Voilà ma question. Alors malheureusement, moi je ne suis pas du tout à un niveau hiérarchique dans l'association pour répondre à cette question. Donc, je vous invite à contacter notre directeur général, Pierre-Henri, parce que moi, personnellement, je ne peux absolument pas répondre à cette question. Par contre, juste pour précision, sur les pays du Sénégal et la Côte d'Ivoire, en fait, c'est un projet qui travaille sur l'identification des persécutions et des personnes victimes de traite. Donc voilà, on est plutôt là-dessus, en fait, sur le pays africain.
Donc après, il faudra vraiment contacter mon directeur général pour en discuter avec lui. Je suis désolée. Ouais, bah du coup, je vais faire rapidement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veut poser des questions. Dans le début de votre présentation, vous avez expliqué que l'inclusion par le sport, ça passait par le fait finalement d'oublier en tout cas de faire abstraction de l'origine de la personne avec qui on pratique le sport, de faire finalement abstraction de ces différences-là. Or, j'ai l'impression que dans la société aujourd'hui, on nous encourage pour nous intégrer dans la société à aussi pouvoir affirmer la particularité de notre identité, justement à valoriser ces différences. Donc je voulais savoir comment le sport s'insérait là-dedans. Pour prendre un exemple, j'ai l'impression qu'un thème comme par exemple l'homosexualité est pas tellement abordé dans le sport alors qu'il est très présent dans la société aujourd'hui. Écoutez, de la même façon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne peux pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un volet. Moi, dans mon intitulé de poste, donc je suis conseiller en charge de la communication, de la stratégie, des partenariats et des luttes contre les discriminations. Donc la ministre a voulu qu'un de ses conseillers porte les dossiers des luttes contre les discriminations. Et évidemment, en ce qui concerne les discriminations, il y a un point tout particulier sera porté à la lutte contre l'homophobie. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura les Gay Games en 2018 à Paris et que le ministère serait partenaire. Donc nous travaillons avec eux sur cette édition. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le sport est un élément pour lutter contre les discriminations. Laura Flessel est engagée depuis très longtemps sur ces questions-là avant qu'elle devienne ministre. Et évidemment, les valeurs qu'elle portait en tant que citoyenne, elle les porte aujourd'hui en tant que ministre. Pour aussi ajouter concernant le projet que l'on avait, l'origine du projet était de véritablement mettre en place des MIDOM pour commencer une pratique du sport. Évidemment que l'histoire des personnes qui vont se rencontrer vont émerger au bout d'un moment, et c'est normal puisque tout un chacun ferait exactement la même chose, mais c'est juste l'objectif, et c'était de véritablement gommer l'étiquette qu'il y avait de réfugiés, de migrants, qui peut être discriminatoire à bien des égards. Donc c'était plutôt pour une espèce de... l'objectif de la création de ces binômes, c'était essayer de faire sauter cette première barrière pour juste être des coéquipiers, des partenaires, commencer à échanger, et c'est ce que disait tout à fait Philippe Limousin, où c'était un échange qui se mettait en place. Après, ce qui était aussi intéressant dans ce projet-là, c'est que c'était... Et c'est ce que disait aussi toujours Philippe Limousin, le sport était un outil. Après, il y a des personnes qui se sont vues à l'extérieur des clubs de badminton, qui se sont vues après les cours. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que, pardonnez-moi l'expression, mais le badminton a été juste une excuse pour justement faciliter cette intégration, pratiquer le français, connaître leurs histoires. Il y avait certaines personnes qui, et ça Camille me confirmera, c'est certaines personnes qui ne voulaient pas revenir sur ce qui s'était passé, ce qui était normal et complètement compréhensible, d'autres au contraire qui au bout d'un moment pouvaient en discuter librement. Et c'était aussi ça l'objectif, c'était de véritablement faire du badminton une espèce de clé pour essayer de faire lever un certain nombre de barrières. Ça règle absolument pas tous les problèmes, il y a un certain nombre de choses qui restent encore à régler, mais c'est une espèce d'excuse. Je peux rajouter un mot parce que je voudrais parler d'un sujet. Vous avez évoqué la mixité tout à l'heure. C'est un élément très important parce qu'il y a une valorisation du sport au féminin, une valorisation de la mixité et pour casser tous ces stéréotypes, ces préjugés. Et ça, c'est pareil, c'est un combat très important que la ministre veut porter. Voilà. Oui, vraiment en étant très très concret. C'est vrai que le badminton a la possibilité d'être sur un discours laïque, de tolérance. Donc c'est assez... Oui, on est aussi partenaire des Gay Games en 2018. Et c'est vrai que dans notre plan citoyen, on a été aussi sensibilisé à cette démarche par rapport à l'homophobie. Et on a, au travers de nos arbitres, ce que l'on essaie de mettre en place, c'est les retours, faire que nos arbitres deviennent aussi des pédagogues, de façon à gommer aussi cette démarche d'homophobie au travers, bien souvent, des jurons, si vous voulez, des propos qui sont excessivement blessants pour ceux qui les vivent au fond d'eux-mêmes et qui paraissent tellement anodins
pour la grande majorité. Et donc, on est sur cette démarche-là de relever, et on a mis en place, au travers de notre arbitrage, un retour, si vous voulez, un retour de ces propos, des propos homophobes. Et le ministre précédent avait mis en place un système avec une collègue, d'ailleurs, voilà, c'était assez intéressant, c'était un sifflet blanc dès qu'il y avait un propos homophobe. Et nous, on a, plutôt que d'aller sur un sifflet, on a demandé à nos arbitres de veiller à ce que pendant le match, mais aussi à l'extérieur, les propos des parents et autres soient relevés. Et on a classé, et comme ça ensuite, et on a fait apparaître des... Alors c'est sûr, hein, tout simplement, vous mettez devant les présidents de ligue, vous leur mettez, ben, tiens, on va envoyer une diapo devant tout le monde là. Ah ben c'est marrant, votre ligue elle est en noir, vous avez vu? C'est la quantité de propos homophobes qu'il y a chez vous là. Ça fait jamais plaisir, hein, à un président de ligue. Et si derrière, et là il y a il y a le directeur en charge de notre dialogue de gestion, c'est-à-dire le rapport à la fédération avec ses territoires, s'il est évident que si derrière c'est suivi aussi de rétribution et d'engagement financier, de convention avec nos ligues, je pense que c'est peut-être aussi intéressant de passer du pédagogique à un petit peu plus coercitif avec les finances rapidement, de devenir un petit peu plus coercitif, et les arbitres se mettent dans une démarche. Voilà, on essaie de trouver tous les moyens, tous les leviers pour que cet outil, puisse optimiser ce en quoi, de toute façon, une fédération se doit d'être. Elle est aussi délégataire de services publics et donc de fait de tolérance et de laïcité. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Adrien, je suis étudiant ici à l'IRIS. Déjà, merci pour cette conférence. Je suis poloiste, donc je peux comprendre cette idée que notre sport n'est pas forcément mis à la hauteur où on aimerait qu'elle soit. J'ai une question par rapport au sport, à l'éducation en général. Simplement, quelle place vous donneriez-vous en France au sport à proprement dit? Et en fait, derrière cette question, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que ce ne serait pas pertinent d'adopter certains modèles où, par exemple, en termes d'éducation, on fait d'école le matin et on laisse l'après-midi du temps pour le sport. Je pense à certains pays européens. Est-ce que vous pensez que ce serait pertinent et intéressant justement d'adopter un modèle comme celui-ci pour pouvoir intégrer le sport plus dans notre société, savoir un peu ce que vous en pensez. De la même façon, vous allez dire, mais il veut répondre à aucune question. Non, je vais laisser Sylvie en dire un ou deux mots, parce que ça va faire aussi partie, en tout cas, ça fait partie des actions que la ministre va prendre en compte. Mais Sylvie va vous en dire un tout petit peu plus, même si elle comme moi, elle est contrainte un tout petit peu. Pardon, hein, je m'invite. En fait, oui, la ministre Laura Flessel est très intéressée par les dispositions que l'on pourrait prendre pour faire pratiquer beaucoup plus de sport à l'école et à l'université. Donc, pas plus tard que ce matin encore, nous échangions avec la Fédération du sport universitaire. Donc, on parle de l'université, mais on va parler aussi des grandes écoles, des écoles. Et on s'inspire, on consulte d'autres, on engage une consultation d'autres structures étrangères, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. On regarde d'autres modèles pour voir en effet de quelle manière est-ce que l'on peut construire un agenda beaucoup plus organisé et laissant surtout beaucoup plus de place au sport. Alors je ne veux pas dévoiler plus que ce que la ministre pourra aussi mettre en place parce que c'est compliqué. Il faut travailler avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais ce matin, à 11h, on partait de cette réunion en ayant peut-être des moyens pour faire en sorte que dans les universités, on propose, pour ne pas dire on impose ou on oblige, à la pratique de 3 heures de sport hebdomadaire, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Donc on va arriver petit à petit à redonner de la place au sport dans les systèmes scolaires et universitaires. Et c'est extrêmement important, vous avez raison de le souligner, mais c'est un vrai souhait dans la feuille de route de la ministre. Je vais compléter un petit peu et je suis heureux d'entendre ces propos, hein, c'est évident. La complémentarité entre, et Madame vient de le dire, entre l'éducation nationale et le monde du sport est fondamentale. Aujourd'hui, quand on parle de passerelle, c'est surtout ça, faire cette complémentarité. Mais
un sport encadré. C'est ça qui est fondamental. Parce que sinon, il y aura toujours des gosses qui vont tenir le mur. Et ça, c'est terrible. Parce que, oui, on s'est interrogé avec les pays européens, mais la France est un beau pays. Et nos fédérations, les cadres, c'est ça, un sport encadré par des fédérations et par le ministère de l'Éducation nationale. C'est ça qui est intéressant. C'est pas organiser un emploi du temps pour que le temps soit libre. Forcément, il faut que ce temps libre chez des enfants soit tout simplement, là aussi, accompagné. Et donc, il y a toute une interrogation à avoir. Au niveau des fédérations, on a cette interrogation. Et je suis très heureux de voir que, donc, vraiment, le ministère qui, depuis pas mal de... Voilà, on s'interroge sur ça. Mais il est évident que le partenaire éducation nationale, il est fondamental. Et je pense que ça, c'est une très, très bonne chose. Pardon. Comprenez bien que c'est un souhait, c'est très compliqué à mettre en place. Là, ce qu'on vous dit, c'est un débat, c'est une discussion. Rien n'est validé aujourd'hui. On est dans la construction et on est surtout dans la consultation. La ministre a très envie, avec le cabinet et la direction des sports du ministère, qui a rédigé énormément de rapports, de préconisations, qui a des idées très structurées sur la place du sport dans le système, dans le quotidien de chaque citoyen français. On construit tous ensemble. Donc il y a une succession de réunions. La ministre est là depuis assez peu de temps. Donc on se bat beaucoup et la direction des sports se mobilise énormément pour être à la disposition aussi du cabinet et de la ministre pour réfléchir. Voilà, on est dans cette construction. On a des souhaits, mais rien n'est figé, rien n'est validé encore aujourd'hui. C'est une... voilà, c'est un travail. Merci. Je suis désolée, ce sera donc la dernière question pour Madame qui réclamait la parole depuis longtemps. Mais le temps malheureusement nous presse. Madame, on vous écoute. Bon, je vais essayer d'être courte. Donc, je m'appelle Valérie Maillard. Donc, je suis bénévole sur le terrain. Et j'ai commencé comme ça. Bon, je suis maman et j'ai commencé comme ça parce que j'avais pas mal de temps de libre et j'ai voulu... J'ai commencé avec donc une association qui s'occupe plutôt des Afghans et qui a choisi d'abord de s'occuper d'une population parce que ça règle certains problèmes. Seulement, j'ai à cœur de rencontrer pas mal comment je vous ai connu, surtout. J'ai rencontré Yosi Gozdoué, que j'ai sollicité, donc Yosi Gozdoué, qui est champion de course à pied. Et je l'ai sollicité donc pour nous aider pour l'association, parce qu'on a pas mal de sportifs. Et il sera notre intervenant prochainement en juin. Et en voulant organiser donc son intervention, je me rends compte que c'est pas aussi simple. C'est-à-dire certains vont faire de la course à pied parce qu'ils sont en bonne santé et après le Ramadan, mais les autres, donc là j'ai peut-être j'aimerais bien une collaboration peut-être avec la fédération de badminton, donc voilà. Et les autres problématiques que je rencontre en aidant parmi les Afghans, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire des problèmes de mixité interpays. Donc, ils ne se mélangent pas trop. Donc, par le sport, nous comptons régler ce problème. Donc, c'est-à-dire que notre association va se mettre en contact avec une autre association qui est des Éthiopiens, des Kenyans, voilà, je ne sais plus exactement, voilà. Et ensuite, la mixité intersexes. C'est-à-dire que faire pour les femmes qui sont souvent cantonnées à l'hôtel avec leurs enfants. Donc, je cherche des solutions dans ces domaines-là parce que excusez-moi, parce que nous rencontrons bien entendu un choc culturel, les Afghans ou les autres réfugiés rencontrent en venant en France un choc culturel important. Et nous essayons de créer, de les informer aussi, comme vous avez dit, pour France Terre d'Asile, le travail qui est fait par France Terre d'Asile et tout ça, les us et coutumes, etc. Voilà. Bon, au final, merci pour ce témoignage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces questions se posent à travers les différents projets qu'on peut avoir. Vous voulez rajouter ? Peut-être la dernière question.
on va. Alors. Une petite remarque rapide. Hein. 2,4% des gamins enfin, dans les quartiers sensibles et quartiers difficiles, c'est simplement 2,4% des gamins, enfin d'une façon générale, les citoyens français qui sont dans ces quartiers qui font du sport. Donc vous imaginez en plus un nombre de femmes qui n'en font pas. Vous voyez ? Donc eh bien, au niveau des fédérations, et c'est aussi que dans les gouvernements précédents, se sont interrogés sur, évidemment, la place de la femme et les plans de mixité, les plans de féminisation ont été assez révélateurs de ces démarches. Et toutes les fédérations, que ce soit les fédérations comme la vôtre, Président, vous avez été sollicités par rapport à ces plans de féminisation. Ces plans de féminisation sont en marche. Je suis sûr qu'ils vont porter leurs fruits. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on va devoir... C'est-à-dire que dans les quartiers difficiles, enfin ce qu'on appelle les quartiers, les banlieues, quoi, d'accord, eh bien, il y a simplement 2,4% des gens qui y font du sport. C'est quand même, c'est infernal, hein. C'est infernal. Donc, vous voyez, j'entends en fédération, dans une démarche compétitive, voilà, hein, voilà, dans le système fédéral. Hein. Dans le système fédéral. Ce qui fait que vraiment, il y a tout un travail à faire. Et voilà, ça, c'est des réalités, quoi. Voilà. Excusez-moi, je n'avais pas été clair. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions éventuelles, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous remercie tous et ainsi que les participants d'être venus jusqu'à nous ce soir. Et surtout, je vous libère dans la chaleur et la moiteur de cette pièce pour aller retrouver un peu d'air frais à l'extérieur. Très bonne soirée à tous. On a maintenu la